Bonjour, bienvenue à J'ai une idée, bienvenue à cette toute première série J'ai une idée, en fait un vrai deep dive. Je vous en ai parlé quelques fois que j'avais envie de faire des deep dives et c'est fait. Alors, si vous avez aimé ça, j'ai déjà des gens qui m'ont écrit pour m'en parler. Merci beaucoup. Alors oui, je risque de reproduire la formule si ça vous plaît. Alors, bienvenue à cette troisième partie finale sur ma lecture du livre de Britney Spears, mon survol de sa carrière avec vous, commenté avec mon œil de productrice, celle qui... je suis capable de deviner ce qu'on raconte pas. Ou pas deviner, mais de comprendre peut-être ce qui se passe derrière quand, exemple, je vous ai raconté lors du dernier épisode le jour où Britney décide de se révolter. En fait, non, je pense qu'on est rendu là. On est rendu... Britney vient de sortir son album Blackout. Qui aujourd'hui est un des albums pop les plus cités par les stars de la pop comme étant un game changer, un album qui a établi un nouveau son, un album que Britney a elle-même, ce qu'on dit en anglais, c'est elle était l'executive producer de cet album-là. Ça veut peut-être dire ça, que c'est elle qui payait pour son album, puis ensuite elle le licençait à la compagnie de disques. Alors, on a survolé aussi le fait qu'elle, pendant ce temps-là, a probablement payé pour l'album de Kevin Federline. Puis là, j'ai ri parce que j'ai vu un commentaire là, sur le web où je pense qu'elle dit dans son livre, c'est que les commentateurs ont dit, c'est celui qui va pouvoir se vanter d'être un no-hit wonder. Tu sais, l'expression one-hit wonder pour Kevin Federline, on disait qu'il était un no-hit wonder parce qu'évidemment, son album, ça a été un flop, ça n'a pas fonctionné. Lui, il pensait qu'il allait être une star mondiale. Il a laissé tomber Britney comme une vieille sacoche alors qu'elle venait d'accoucher de leur deuxième enfant. Et là, c'était la spirale, là, et le fond pour Britney Spears. Alors, c'est là qu'on était rendu. Mon nom est Jeannie Duquette. Je suis l'executive producer de J'ai une idée. Je suis avocate, productrice, gérante d'artistes. Aujourd'hui, je suis conseillère stratégique ou voyante. C'est ça long. Dernière proposition, parce que prédire les tendances puis savoir qu'est-ce qui va arriver, c'est de l'expertise au fond, parce que quand on a déjà traversé certaines situations, c'est pas tant de la voyance que de savoir qu'est-ce qui se passe après. C'est ce que des clients nous disent des fois quand on dit, ben là, il va arriver ça. Mais comment tu sais ça? Ben, parce que ça vient avec. Enchantée de vous retrouver. Donc, on explore la carrière de Britney Spears. On est rendu au moment où elle sort Blackout, la spirale. Vous avez probablement vu ça. Elle a les cheveux rasés. Elle frappe sur la voiture de Federline. Elle a perdu le contrôle, probablement en postpartum. Elle ne peut plus voir ses enfants. Federline fait des menaces. Et alors que la presse était très critique à son endroit et ses frasques à elle pendant qu'elle était avec lui, puis très critique de lui, ce qui a été dit dans les journaux, elle dit pas. Est-ce que je l'ai lu entre les lignes? On peut, dans une chicane de divorce où quelqu'un veut obtenir un gros montant d'argent, les premières pages de journaux qui disent qu'une personne est en totale perte de contrôle, peut-être que tu vas t'en servir, hein, si t'es un mari qui pense qu'il va être une star mondiale. Alors, tout ça pour dire que ça a été dévastateur dans sa cause de divorce pour elle. Et là, il y a eu la police qui était appelée chez elle, puis c'est à peu près dans le même temps où Michael Jackson est décédé, me semble.
Alors, c'était un peu, les nouvelles étaient catastrophiques. On apprend que Michael est décédé. Après ça, la police qui est appelée chez Britney. C'est comme, c'est dans l'air. Ils ont peur que, je pense que le décès de Michael, là, tu te dis, mon Dieu, est-ce qu'il y a une autre star qu'on va échapper? Alors, son père arrive à la rescousse, mais elle n'est pas proche de ses parents à cette époque-là. Pour elle, son père, c'est un alcoolo qui s'est pas occupé vraiment de la famille. C'est ce qu'elle dit dans son livre, là. Et qui a été absent. Et là, oups, il vient à la rescousse. Vient cette mise en place d'une tutelle qui a duré 13 ans, comme on en a parlé au dernier épisode. Et pendant ces 13 ans-là, Britney continue sa carrière à travailler à un rythme effréné. Donc, c'est ça sur quoi elle revient souvent quand elle critique sa tutelle. Je travaillais, elle a fait des tournées mondiales, elle a été en vedette dans des commerciaux, elle a fait des caméos dans des émissions, elle a vraiment pas arrêté, une résidence à Vegas, performe sur scène, etc. Puis là, elle dit, est-ce que j'étais si malade, si pas capable de prendre soin de moi, que je suis capable de faire ça? Que je suis capable de faire des tournées de fou, travailler, parce que les shows qu'elle fait, c'est des shows à grand déploiement. Il y a énormément de répétitions et de travail derrière. Des grandes tournées mondiales, là, c'est pas qu'une petite affaire. Ça coûte des millions à produire. Et les revenus sont des millions. Elle calcule dans son livre à un moment donné que une de ses résidences à Vegas, les recettes, c'est 180 millions. Ça, c'est juste une de ses résidences. Mais je pense qu'elle a fait 2 tournées mondiales. Ensuite, elle a fait des résidences. Puis c'est lors de l'annonce de la 2e résidence, l'événement de sa rébellion. Et c'est disponible sur le web. Vous pouvez aller le voir. Il y a une grosse annonce qui va être faite à Vegas. À un moment donné, elle débarque de la limousine. Elle devait performer sur la scène, puis on devait annoncer cette résidence. Mais les fans s'étaient emparés de l'histoire. Le mouvement Free Britney était à son plein potentiel. Et elle passe tout droit, va pas sur la scène, elle va embrasser quelques fans, leur serrer la main et retourne dans la limousine et elle quitte. Elle ne voulait plus travailler autant. Elle ne voulait plus être sur les médicaments. Elle ne voulait plus être à la diète tout le temps. Alors, c'est ce qui a provoqué sa rébellion, mais aussi le fait qu'elle se rendait compte que les fans sur le web avaient commencé à parler de plus en plus, mais comment ça se fait si elle est capable de performer, si elle semble bien aller. À l'époque, elle sort avec Sam, qui va devenir son mari, là, qu'elle a eu récemment, mais dont elle est divorcée au moment où on se parle. Alors, elle semble bien aller. Évidemment, elle est médicamentée, elle est ultra monitorée, certain qu'elle va bien. Mais après ce refus-là, d'être allée annoncer sa nouvelle résidence, elle est internée à nouveau. Donc, on l'envoie dans un centre de désintox, quote unquote. Ça, c'est ce qu'elle nous raconte. Dans un centre de désintox à Beverly Hills, et elle prend pas, là. On a beaucoup dans son livre, là, beaucoup de récits de cette période-là où elle ne comprend pas pourquoi elle est là. Parce que pour elle, elle fait tout ce qu'on lui dit de faire. Puis pour elle, on la traite comme une criminelle. On lui empêche de sortir, d'avoir ses amis, de se marier, d'avoir des enfants, de manger ce qu'elle veut. Et on l'a remis en désintox selon sa version à elle, seulement parce qu'elle prenait des suppléments
énergisant donné par son entraîneur. Donc, quelque chose qu'on pourrait acheter chez... Est-ce que c'est de la créatinine ou est-ce que... Bref, c'est quelque chose qu'elle n'était pas supposée de prendre. Puis elle a dit, c'est un produit naturel qui est vendu, puis c'est juste un boost. Mais quand j'entends son discours intérieur par rapport à cette période-là, elle ne comprend pas ce qu'on lui reproche. À la limite, oui, elle ne comprend pas du tout qu'est-ce qu'elle peut faire de problématique parce que pour elle, elle travaille, mais on comprend qu'elle est super fatiguée. Puis qu'une autre résidence, ça ne tentait pas nécessairement. Puis elle est fatiguée, en fait, de la discipline que ça demande d'avoir le métier de performer de haut niveau comme elle l'est. Puis ça, c'est vrai pour tous les performers. Ils ont un régime là, de vie quand ils vont faire des tournées ou qu'ils ont des séries de spectacles. C'est une vie très régimentée, surtout ceux qui durent. Donc, tu sais, Sting est zen, Madonna a fait du yoga, s'entraîner, etc. Pink, elle est en shape, ça coche. Donc, parce que c'est très, très physiquement demandant. Il y a énormément de sacrifices à faire, justement. Tu peux pas manger ce que tu veux. Faut que tu gardes un poids, etc. Parce que, veux pas, tu vas avoir des dizaines, des centaines de milliers de paires de yeux sur toi tout le temps. Alors, tout ce qu'ils vont marquer, c'est chacun des détails. Faut que tu sois bien dans ton corps, bien dans ta tête pour soutenir ce regard-là. Donc, tout ce qui est avant demande énormément de discipline. Et de faire ça sans arrêt pendant 13 ans, être dans cette discipline-là, une tournée après l'autre, quand tu n'as pas de problème de consommation ou de santé mentale, peut-être que tu peux te laisser aller en 2 tournées, puis tu peux ne plus checker ce que tu manges, puis ne plus... Ce qu'on ressent, c'est qu'elle n'a pas eu ça. T'sais, elle n'a pas eu cette espèce de... Mais elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi et elle ne l'explique pas. Et ça, pour moi, c'est un indice quand même. Vous connaissez l'expression, hein? Il y a juste les fous qui ne savent pas qu'ils sont fous. C'est qu'il y a, dans toutes les pages de son livre, il n'y a pas de responsabilité d'assumer. Elle mentionne à un moment donné, c'est exigeant d'avoir des enfants, puis est-ce que j'étais toujours attentive à chacun de leurs besoins? Non. T'sais, est-ce qu'il y a eu des périodes où j'étais moins attentive à leurs besoins, que j'avais moins envie d'être avec eux? Ça m'est arrivé. En postpartum, ça arrive, ça. Fait qu'elle mentionne ça. Elle mentionne aussi, quand elle a rénové sa maison et qu'il fait 2 lines, elle dit qu'elle était peut-être un peu trop militaire puis qu'elle n'a pas bien exercé son leadership. C'est ce que ça veut dire, là. Mais tu sais, on n'est pas interné pour ça dans la vie, là. Alors, puis on n'est pas postpartum, peut-être pas s'occuper des enfants. Donc, mais il est arrivé quelque chose de grave? Ça, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu, c'est ça, il y a eu une tutelle, puis elle est allée en désintox, etc. Fait qu'elle nous parle pas de consommation de drogue. Mais ça, c'est sûr. C'est sa version des faits, mais elle a quand même des agents, elle a des relationnistes, elle a quand même des gens qui gèrent sa carrière puis qui disent, Britney, va pas dire que tu fais A, B, C, D, E, F, tes fans vont moins t'aimer. Fait que, est-ce que elle n'est pas capable d'assumer aucune part de responsabilité? Si c'est le cas, c'est très clair qu'il y a un problème de santé mentale, là. C'est jamais de ta faute à toi, là, c'est que tu n'as aucune conscience. Donc, tu sais, la conscience de soi, c'est ça qui détermine le niveau de maîtrise de soi. Alors, si elle n'en a pas, ben, il y a probablement un problème de santé. Ce qu'elle dit, par contre, à un moment donné, et ça, elle en parle à 2 ou 3 reprises, on peut imaginer ce qu'on veut avec ce qu'elle dit, là, mais elle dit que quand elle a tourné le film Crossroad, elle a comme un peu perdu la réalité. Elle s'est un peu trop investie dans son rôle et elle pensait qu'elle était son personnage. Elle dit qu'elle a vécu ça aussi avec la naissance de sa sœur, qu'elle avait cette capacité d'aller comme être dans la conscience de sa sœur, être sa sœur,
qui est jeune, puis qui est petite, puis qui est un bébé. Alors, une espèce de régression. Donc, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'elle s'explique ces régressions. Donc là, on comprend, OK, Britney devient un enfant. Et elle le dit aussi quand elle a eu ses enfants, qu'elle pouvait ressentir ce qu'ils ressentent. Elle devient quelqu'un de cet âge-là. Alors ça, elle mentionne, fait qu'on a une petite bribe de ce qui se passe dans sa tête, puis ce qui doit, d'un œil extérieur, là. Et il y a une autre chose qu'elle dit, c'est qu'elle est capable, depuis le temps qu'elle fait des shows devant des salles immenses, elle dit que quand elle rentre, exemple, à Portland, elle est capable de ressentir ce que Portland ressent. Elle ressent la foule. Et alors, ce qu'on comprend, c'est qu'elle est hypersensible. Elle peut ressentir les gens, elle ressent leurs émotions, etc. C'est une empath, comme on dit. Tout ça, ça se peut, mais imaginez-vous, tu es une empath, tu es une hypersensible, puis tu es toujours devant une foule de 15-20 000 personnes. Hey, tu dois ressentir des affaires, effectivement. Puis d'avoir ce niveau d'attention sur toi, c'est intense. J'ai fait un épisode sur... Allez l'écouter parce que si ça, là, ce que je suis en train de vous dire, là, ça vous intéresse, le côté un petit peu plus métaphysique, disons, de la célébrité, puisque l'impact que ça fait sur un cerveau, probablement, puis sur un corps humain, d'avoir autant d'attention. La physique quantique, ils ont été capables de prouver maintenant qu'un atome ou une particule atomique ne réagit pas de la même façon quand elle est observée que quand elle n'est pas observée. Donc, quand on est observé, on n'agit pas de la même façon que quand on n'est pas observé. Si on extrapole ce concept-là, qui ont été capables de prouver par la physique quantique, fait que, imaginez-vous, l'observateur a de l'impact sur l'observé. Fait qu'imaginez-vous des centaines de milliers de personnes qui observent quelqu'un. Ça a probablement énormément d'impact sur la biochimie d'un cerveau, même quand tu n'es pas hypersensible, puis même quand tu n'es pas fragile émotionnellement. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui est fragile émotionnellement, qui est hypersensible, qui vit tout ça, qui se fait tracher dans les journaux avec une violence. C'était violent, puis c'est en train d'arriver à Justin Bieber, là, puis ça me bouleverse parce que, surtout après avoir lu ce livre-là, c'est des vrais humains, ces gens-là, et à quel point ça les bouleverse, on s'en rend pas compte, là. Le public s'en rend pas compte. Puis pour avoir été à côté de gens qui ont été critiqués, on le voit, c'est quoi l'impact. Donc, elle n'était pas équipée. Fait que ce qu'on comprend, c'est qu'elle perd contact des fois, probablement avec la réalité parce qu'elle vit autre chose. C'est ce que j'ai compris à lire entre les lignes. Mais tout ça est d'une tristesse. On constate qu'elle n'a pas vraiment conscience de sa maladie, si elle en a une. Elle n'a pas vraiment conscience de pourquoi on essaie de la contrôler. Et on voit maintenant qu'elle ne l'est plus contrôlée. Ben, il y a une certaine dérive. Là, on le voit, elle ne travaille plus. Elle s'est divorcée. Ça n'a pas duré longtemps, là, son mariage. Après ça, puis lui avait l'air quand même de quelqu'un de bien, là, mais tu sais je pense qu'il était pour la vie saine, et c'était quelqu'un qui s'entraînait, on la voyait souvent s'entraîner avec lui, tout ça, fait que probablement qu'une fois qu'elle était plus contrôlée, ben c'est ça, elle a voulu se laisser aller, puis c'est quelqu'un qui a probablement trop de bagages pour se laisser aller. J'ai une de mes amies qui est très, justement, empath, puis qui est très spirituelle, qui est très perceptive, elle comprend bien les gens, elle comprend bien les situations, elle a une capacité là, de perception et d'analyse très élevée, elle médite, elle explique des concepts spirituels vraiment, vraiment compliqués, mais elle vulgarise ça de façon incroyable, elle a de l'impact sur les gens. Mais des fois, elle me dit, c'est du sport, parce qu'elle dit, moi, je peux prendre une brosse, puis elle est tellement rendue sensible,
puis justement, là, tu sais, percevoir des affaires. Puis ça, elle dit, je peux pas prendre des brosses puis me laisser aller, puis pas bien manger parce que elle dit qu'elle paye trop cher pour ça, là. Elle se sent vraiment pas bien. Fait que là, tu sais, mais quelqu'un qui a une vie extrême à côté de ça. Donc, je comprends pourquoi elle est comme ça. Puis, tu sais, je trouve ça extrêmement triste. Effectivement, elle a probablement beaucoup trop travaillé. Ce que le livre m'amène comme réflexion, c'est que la stabilité du travail, sa routine du travail, il était capable d'établir un cadre dans lequel elle pouvait s'épanouir parce qu'elle aimait son travail. Tu sais, de performer puis d'être une star mondiale, c'est quand même cool comme job, même si c'est très demandant. Il y a beaucoup de bons côtés. Maintenant, est-ce que dans son cas, puis dans le cas des doués, ça arrive souvent des gens qu'on appelle doués, gifted, donc quand tu es vraiment bon dans quelque chose, parce que Britney Spears, là, je suis retournée voir les vidéos dont je vous ai parlé. J'en parle dans l'épisode 1 puis dans l'épisode 2. Alors, je suis retournée le voir. Je vous parle tout le temps de la fois qu'elle a fait les MTV Awards en 2000. Donc, cherchez ça. MTV Awards 2000, Britney Spears. Elle a fait un medley entre Satisfaction puis One More Time, qui était son hit de l'époque qui venait de sortir. Et cette performance-là, je vous le dis, c'est la plus haute performance que j'ai jamais vue au MTV Awards parce que non seulement c'est une performance de quelqu'un qui est très en maîtrise de son art puis qui est très talentueuse, mais au niveau du girl power, là, je vous le dis, là, ça fait école. C'est tellement powerful dans tout ce qu'elle dégage. J'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'elle dégage quelque chose qui est 1000 fois plus fort que ce qu'elle est. J'ai déjà vu ça avec d'autres artistes. Au début, ils sont tellement dans le talent, guidés par leur instinct, puis l'espèce de force. Parce que quand on est sur notre X ou dans le flow, comme on dit, ben c'est comme si on avait accès à une énergie, puis ça a été testé, là, une énergie décuplée. Donc, c'est comme si on était guidés. C'est comme si l'extérieur nous aidait en plus, là. C'est comme si l'univers aide la personne en plus. Alors, quand elle performe, là, ce soir-là, c'est que ça effectue deux choses, cette performance-là. Premièrement, je pense que c'est une de ses premières grandes performances à la télévision, mais aussi c'est ce qui va lui permettre de transitionner au niveau de son image, parce qu'elle a l'image de la petite écolière, qui dit qu'elle va rester vierge jusqu'au mariage, et la petite fille là, prude qui vient du sud des États-Unis. Mais cette transition-là, donc les acteurs enfants, les performers enfants, il y a toujours une grosse stratégie qui est faite par les maisons de disques et les maisons de gérance là, pour faire basculer la performer dans le monde des adultes, comme on a fait avec Miley Cyrus. Puis généralement, ça vient avec quelque chose de très fort, très puissant pour casser l'image que les gens ont d'elle. Alors, dans le cas de Miley Cyrus, peut-être vous en souvenir, c'est de passer de The Climb puis Hannah Montana à Miley qu'on connaît aujourd'hui. Ça a passé avec la boule, là, puis elle était tout nue sur sa boule, là. Bon, le titre de la chanson ne me viendra pas, mais je sais que vous savez ce que je veux dire, là. Alors, Miley Cyrus, ça a été toute une stratégie, puis il y a eu la performance aussi au MTV Awards avec Robin Thicke, qui est exagérée, qui a scandalisé les gens, etc., etc., mais ils s'attendaient à ça, puis ils l'ont préparée, elle, à ça. Pourquoi? Parce que Britney était passée au travers. Puis là, il y a Jojo Siwa aussi, dernièrement, qui a voulu casser son image. Mais Britney Spears, elle, ça n'a pas pris une grande stratégie, puis de la pub, puis du média, puis du marketing, puis tout ça. Elle a fait une performance et on n'a aucun doute de sa force, de son pouvoir badass quand elle performe, là. Je me suis dit, c'était tellement powerful, là. C'est ça qui a dérangé. C'est ça qui a fait que les médias se sont mis à frapper dessus. Malheureusement, ce qui est le plus dévastateur quand une femme de pouvoir prend son pouvoir, a de l'argent, prend le contrôle de sa vie, de sa sexualité, de ce qu'elle provoque chez les gens, on essaye de casser ça. Si vous voulez voir à quel point ils ont réussi à la casser, allez voir après l'entrevue avec Diane Sawyer qu'elle a faite,
où Diane Sawyer lui pose des questions. Là, vous allez vous dire, ça a-tu du bon sens? Poser des questions comme ça, c'est tellement sexiste. Ça démontre tellement d'un discours misogyne qui a été intégré par toute une génération de femmes. C'est pas... même moi, je me dis, my God, comment ça, j'ai pas été scandalisée tant que ça de cette entrevue-là, parce que je pense que je l'avais vue à l'époque. Elle n'était pas capable de faire face à tout ça. Après cette performance-là, puis celle de l'année suivante, là, où elle était tellement powerful, puissante, parce que c'est le serpent l'année d'après, là. C'est ça. Donc, l'affaire, c'est qu'elle a intégré que ces critiques-là, c'était mérité. Et elle dit ça dans son livre. Tu sais, les gens me critiquent à cause de mon habillement, ça. Puis dans sa tête, elle doit se dire, j'ai pris une mauvaise décision de m'habiller comme ça. J'ai pris une mauvaise décision de faire cette chanson-là. J'ai pris une mauvaise décision. Elle doit penser qu'il y a quelque chose qu'elle aurait pu faire différemment qui lui aurait sauvé, tu sais, qui aurait évité les critiques, alors que non. C'est sa virtuosité qui a provoqué la critique. C'est sa quasi-perfection qui a attiré les regards sur elle, les critiques, la jalousie de Christina Aguilera. Et là, j'ai un potin. Oh my God, j'ai un potin. Parce que je suis allée fouiller un petit peu, là, cette semaine. En préparant cette troisième partie, je suis allée fouiller un petit peu sur le... Et ça a été plus publicisé que je pensais, l'espèce de... Bon, évidemment, ça, des fois, c'est monté en épingle par des médias, là, la rivalité entre Christina Aguilera puis Britney Spears. Et parce que Christina Aguilera, c'est ça, elle disait... elle faisait des commentaires dans des entrevues comme quoi, au moins, tu sais, elle savait chanter. Elle a passé des commentaires... un peu mean là, à l'endroit de Britney Spears. Là, ils se sont mis à sortir des tracks parce que Britney, comme elle performait tellement, quand elle chantait... Ah oui, il faut que je vous parle de ça aussi. Puis quand elle chantait, elle faisait souvent du lip-sync, mais ça, c'était pas différent du New Kids on the Block. Puis toutes les autres boy bands là, qui faisaient du lip-sync, qui dansaient bien trop, là. Mais là, ils ont sorti ça pour l'humilier, etc. Et là, j'ai retrouvé une entrevue de Britney Spears, probablement MTV, ou quelque chose, tu sais, qui est pas... c'est pas Barbara Walters, là. Et la fille, il dit, ouais, toi puis Christina. Christina l'a dit, au moins, moi, je sais chanter. Ou t'es-tu au courant de ça? Britney, elle la regarde, elle dit, ah, t'as-tu dit qu'elle essayait de me frencher la dernière fois qu'elle m'a vue? Oh! Je savais pas ça. Là, l'animatrice a dit, hein? Quoi? Fait que là, Britney a dit, mais oui, elle dit, je suis rentrée dans un club, puis elle dit, elle est venue me voir, elle dit, oh, je suis donc triste pour toi puis Justin, puis elle a essayé de mettre sa langue dans le fond de ma gorge, tu sais. Alors là, oh my God, j'étais comme, OK, j'étais pas au courant de ça. C'était pas sorti dans les médias à l'époque, mais quelqu'un a retrouvé cette entrevue-là, puis ça se retrouve sur YouTube. Alors, mon Dieu, fait qu'est-ce qu'il y a plus que ça à l'histoire? Voilà, mais bref, Chris était un peu mean à son endroit, mais elle n'était pas la seule, là. Il y a plein de monde qui la jugeait. C'est devenu quasiment un sport national. Puis mon Dieu, qu'elle n'était pas assez forte pour ça. Avec tout ce qu'on sait maintenant sur la fragilité, la santé mentale, l'impact d'avoir énormément d'attention sur soi très jeune. J'ai fait un épisode sur la santé mentale de toutes les jeunes stars qui se sont toutes ramassées avec des diagnostics de bipolarité, d'anxiété généralisée, etc., etc. Les frasques de Justin Bieber. Et c'est clair que ce lifestyle-là, c'est pas sain pour la santé mentale des jeunes. Puis ils basent toujours ça sur la drogue, puis la drogue, puis la... C'est pas ça. C'est que c'est tellement demandant physiquement, émotionnellement, puis énergétiquement, de ces grandes tournées-là, puis toute cette attention des gens, puis la critique, puis c'est gros, là, une vie de superstar. Ça vient avec un paquet d'enjeux. C'est peut-être trop lourd, trop vite pour quelqu'un. Peut-être que c'est pour ça que je sais que Billie Eilish, ses parents, ils ont une conscience de ça énorme et elle était ultra protégée. Justin Bieber aussi, il l'a protégée, il a fait plein de choses pour être sûr que il a toujours dit, je veux pas qu'il y arrive ce qui m'est arrivé. Je vous parle juste de trop travailler, de trop avoir de poids, parce que tu deviens PDG d'une entreprise qui fait 100 millions par année. C'est énorme comme responsabilité, ça. N'importe qui pourrait craquer. J'espère que
les jeunes vont être mieux entourés. En ce moment, au Québec, là, on voit une petite qui s'appelle Mia, qui va probablement gagner Star Academy, mais que j'espère tellement qu'il va être bien entouré parce que aussi extraordinaire qu'elle est, on le sait qu'elle est à risque. Elle est à risque de plein d'affaires. Alors, il y a une dernière chose dont je vais vous parler par rapport à Britney Spears parce que je ne peux pas le passer sous silence. Elle n'en parle pas dans son livre. Puis elle revient souvent au fait que Blackout, c'est un album qui est extraordinaire. Puis c'est elle qui avait le contrôle sur Blackout. Puis si elle a été capable de faire un album qui va faire l'histoire puis qui est dans le Rock and Roll Hall of Fame, elle ne doit pas être si malade que ça. Pendant qu'elle a fait Blackout, j'étais souvent à Los Angeles. J'ai beaucoup voyagé, on démarchait beaucoup, on avait des partenaires là-bas. J'avais signé le concept Rockstar de la compagnie de Mark Burnett pour l'amener ici au Québec. On avait Jonas qui avait justement fait les auditions de Rockstar in Excess. On travaillait avec Desmond Child sur des tunes. On est allé en studio où il y avait l'enregistrement de Meatloaf. On est allé chez Tommy Lee. Bref, on est allé faire beaucoup de démarchage là-bas, puis on s'est promené pas mal dans les studios d'enregistrement. Puis il y avait une rumeur qui était pas une rumeur pour les gens des studios d'enregistrement. Mais je vais le dire, je vous raconte ceci juste pour votre divertissement. Faut que je dise ça, hein, parce que il y a des risques. Il faut dire, ceci sont des rumeurs. Ce n'est pas prouvé. Je vous raconte ceci pour vous divertir. Donc, tout ça pour dire que ce qu'on entendait dans les studios là-bas, c'est que Britney, c'était pas Britney qui chantait. C'était plus Britney qui chantait, qu'elle était plus capable, qu'il y avait quelqu'un qui allait chanter puis remettre toutes les tracks à sa place. Puis l'histoire, là, c'est qu'à un moment donné, nous, on se l'est fait dire, mais il y a mon collègue qui était en studio une fois, puis une fille qui est rentrée, puis quand elle est rentrée, tout le monde en studio, il a dit « Everybody meet Britney Spears ». Puis la fille, c'était ce qu'on appelle un studio session singer. Puis bon, les gens disaient que c'est elle qui enregistrait. Mais est-ce que c'est une back vocalist qui venait mettre un paquet de fioritures autour? Parce que faire toutes les backs à l'époque sur les chansons, puis faire 3 tracks de back derrière chaque track, c'était beaucoup de travail. Je le sais, on l'a fait avec Jody Rester. Maintenant, avec la technologie, ils peuvent tout faire ça. Mais l'album Blackout, donc revenons à ça, l'album Blackout, ce que ça a introduit beaucoup, c'est l'usage de l'autotune, puis l'électronisation du son de la voix. Et c'est pas mal tout ça, l'album de Britney. Donc, parce que, moi, je m'imagine, t'es en studio, elle vient faire ses tracks, il n'y a pas de note sans note, la fille n'est pas aussi patiente que d'habitude. Elle dit à un moment donné, elle dit, j'étais là en studio, après 1 heure, c'était fini, je suis retournée chez nous. Ça veut peut-être dire qu'après 1 heure, ils ont dit, oui, on a tout ce qu'on veut, mais après ça, les réalisateurs, tout ça, ils ont tout passé les tracks dans les machines à autotune, là, qu'on appelle, qui vont mettre la note juste, etc. Avec la technologie, ça demande plus autant de virtuosité au niveau de la voix, là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se trafiquer électroniquement. Puis c'est ce qui a été fait dans Blackout. Fait que ouais. Le fait qu'elle chante pas ou elle chante plus beaucoup, puis vous l'avez rarement vu hein, sur les réseaux sociaux, elle danse beaucoup, mais elle chante jamais. Puis la dernière tune avec Elton John, là, on l'entend où chanter? On l'entend pas. C'est juste moi qui l'entends pas chanter sa tune. Je suis comme, voyons. Puis là, elle a dit, j'ai fait une toune avec mon idole, puis etc. Puis là, j'écoute la chanson, puis je l'entends pas. Fait que je me dis, tu sais, peut-être, puis ça, là, c'est peut-être pas parce que, ça, c'est peut-être, là, un trauma, hein. Moi, j'ai connu, il y a des artistes qui, à un moment donné, avec la demande, des immenses tournées, tout ça, à un moment donné, le burn-out, là, vous savez, c'est quoi, hein? Le burn-out, c'est pousser son corps plus loin que ses propres limites, aller plus loin que ses propres limites. Et souvent,
surtout au niveau mental. C'est-à-dire que le corps va dire, non, non, ça suffit, j'en ai fait assez, là. Ou non, non, ça suffit, tu as dépensé assez d'énergie. Non, non, ça suffit. Fait que quand tu vas constamment au-delà de tes propres limites, parce que souvent, tu as un mental fort et tu te pousses beaucoup toi-même, à un moment donné, c'est le corps qui lâche. C'est le corps qui fait, hey, excuse, mais non, c'est terminé. Et il y en a des chanteurs qui perdent la voix comme ça. Puis c'est pas une question de corde vocale. Ils vont chez le médecin, les médecins disent les cordes vocales sont parfaites. Il n'y a aucun problème, mais il n'y a plus de son qui sort. Et c'est parce qu'il y a du trauma, de la fatigue, des années d'accumulation. C'est peut-être ça qui est arrivé, là. Je sais pas. Peut-être que, justement, la maladie, le trauma, le trop-plein, le trop, ça a fait que elle a perdu la capacité de chanter comme avant. C'est une rumeur qui a été persistante là, et que j'ai entendue de nombreuses fois. Puis là, je vois bien qu'elle chante pas. Fait que, puis elle dit, tu sais, dans son livre, elle dit, je vais peut-être chanter un jour. Mais on s'entend là, son livre est encore avec son mari qui semblait être un monsieur discipline autour d'elle. Là, elle est totalement laissée à elle-même. Je sais pas qui est dans sa vie. Les derniers Reels ou les dernières vidéos sur Instagram sont pas glorieux. Et là, il y a même toutes les fans qui disaient Free Britney, Free Britney. Puis moi, je me disais tout le temps, oui, mais il y a une raison. Ah oui, c'est la dernière chose que les gens doués, là, qui sont vraiment bons dans quelque chose, puis les jeunes, là, c'est que leur talent, c'est leur travail. Donc, c'est un rêve là, de devenir un performer puis d'être devant tout le monde, mais c'est leur travail. Et quand tu n'as pas développé d'autres passions, d'autres façons de vivre, d'autres choses qui te permettent d'être épanoui comme humain, j'ai l'impression qu'au début de cette tutelle, ils se sont dit, on va la faire travailler parce qu'elle se sent bien là-dedans. Mais il aurait fallu qu'elle trouve autre chose. On a l'impression que c'est tout ce qu'elle connaît, puis c'est tout ce qu'on lui a demandé de faire. Puis clairement, la fille, c'est ça, tu peux pas, comme être humain, tu sais, il y a du monde, là, tout le monde a des hobbies, tout le monde a d'autres passions, mais en tant que workaholic, puis gifted, puis je peux comprendre ça, cette espèce de tendance à toujours retourner dans ce que tu connais le mieux, c'est-à-dire quelque chose que tu maîtrises, puis que tu maîtrises bien, puis tu as l'impression que... Tu sais, je vais vous dire, moi, des fois, je me dis que... Je sais pas... Des fois, je sais pas comment faire autre chose que travailler. J'ai tellement été longtemps dans la survie. J'étais dans la survie super longtemps. Puis après ça, mais enfin, quand j'ai eu un travail que j'aimais, puis que financièrement, ça allait bien, mais j'étais PDG d'entreprise, puis vous le savez, les entrepreneurs, puis après ça, je suis devenue entrepreneur, j'ai eu une vie en montagne russe, je veux dire, j'avais pas de sécurité. Alors, soit que j'ai vécu une survie personnelle dans ma vie personnelle, ou une survie entrepreneuriale, donc encore, tu es toujours dans les priorités, dans les urgences. Il y a toujours quelque chose à faire là, quand tu es entrepreneur. Donc, à quelque part, tu te sens pas coupable de pas avoir autre chose dans ta vie parce que tu te dis, ben j'ai déjà plein d'affaires de par ma job. Alors que ce que c'est ta job finalement. Puis c'est ça qu'on ressent dans le cas de Britney Spears, c'est qu'elle n'était que son travail, elle n'a pas développé beaucoup d'autres choses que ça. Elle nous dit à un moment donné qu'elle a donné des cours de danse à des jeunes, que ça y faisait du bien, mais ça s'est pas poursuivi. Elle raconte qu'elle a accidentellement fait mal à une petite fille. Peut-être que c'est ça qui a été la... Tu sais, en faisant un move de danse, là, elle s'est accrochée, je pense. Alors, mais c'est ça, tu sais, on sent qu'elle a pas... À un moment donné, il faut sortir de la survie puis il faut rentrer dans le vivre. Mais ces jeunes enfants stars-là, doués, qui sont toujours juste dans leur travail, ils ont peu appris à vivre à l'extérieur de leur passion qui est leur travail. Et la plupart des grandes stars, celles qui durent, les Bono de ce monde, les Madonna, les Sting, là, Mick Jagger de ce monde, ont tous d'autres passions, d'autres entreprises, d'autres passions qui ne sont pas seulement
performer, musique, tout ça. Puis on voit que ça a probablement manqué aussi là, dans le cas de Britney Spears. Alors, j'ai pas de conclusion heureuse à tout ça. J'ai que de l'inquiétude. De l'inquiétude que j'ai aussi pour le pauvre Justin Bieber qu'on voit sur Instagram ces derniers jours qui semble totalement en perte de contrôle. Puis malheureusement, la seule personne qui était autour de lui, qui était en qui il avait confiance, c'était sa femme. Et là, il y a une fille sur TikTok qui a fait une série de 7 épisodes qui racontent ou qui prouvent que la femme de Justin Bieber, au fond, c'était une groupie. C'était une fille qui le suivait, puis qui a voulu... Mais ça, ce que j'ai le goût de vous dire, là, pour être une fille qui était dans l'industrie là, pendant longtemps, là, je veux dire, cette série-là, on pourrait la faire sur toutes les femmes de personnalités connues dans le show business. Là. Parce que la meilleure façon de rencontrer une personne connue puis que cette personne-là leur fasse confiance, c'est de leur dire « Ah non, non, je savais pas t'étais qui. Ah non, non, j'avais aucune idée. » Mais au fond, en majorité des cas, là, c'est des gens qui étaient fans ou tout ça, à moins qu'ils marient quelqu'un dans leur milieu, mais c'est difficile d'essayer de trouver une fille de cette génération-là qui n'est pas fan de Justin Bieber, tu sais. Donc, j'ai pas écouté la série, mais moi, quand j'ai vu que quelqu'un qui, en ce moment, alors qu'on sait que Justin Bieber est extrêmement fragile, qui a probablement été victime de Diddy, qui est présentement, ceci aussi, c'est pas prouvé encore, c'est des rumeurs, mais qui a déjà une santé mentale fragile, qui l'a déjà échappé, qui a juste une personne autour de lui à qui il peut faire confiance, bien, il démolit cette personne-là. Et là, on voit là, que lui, il n'y a plus personne. Là, il dijonne depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. C'est vraiment triste. C'est des humains, ces gens-là. Puis ça me fait... c'est mon côté lionne, là. Mais mon Dieu, qu'ils ont besoin d'être protégés. Mais protégés d'eux-mêmes aussi. Je ne sais pas si c'est rattrapable, Britney. À partir du moment où il semble y avoir un problème, là, vraiment un problème de fragilité mentale, de perte de contact avec la réalité, de vulnérabilité immense, que tu te dis, my God, quelqu'un peut arriver puis tout prendre son argent encore une fois, comme Kevin Federline a été en mesure de le faire. Puis je sais pas si... je sais même pas si ce gars-là a été assez pointé du doigt dans la vie. Quand son livre est sorti, évidemment, ce qui était facile à faire, c'était de blâmer Justin Timberlake, son père, etc. Mais je suis pas sûre qu'ils ont le bon méchant de l'histoire. Je suis pas sûre. Alors voilà, j'ai de la misère à terminer mes épisodes, mais là, je termine une belle série de 3 épisodes de J'ai une idée, spécial Deep Dive, Britney Spears. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, je vous demande de partager le podcast avec une personne que vous pensez que ça pourrait intéresser. Surtout si vous m'avez écouté jusqu'à la fin, là. C'est parce que probablement que ce sujet-là vous intéresse, ce genre d'analyse-là vous intéresse, les potins que je vous ai partagés vous intéressent. Alors, le podcast, partagez-le, aidez-moi à le faire connaître et venez me le dire si vous aimez les séries comme ça. Alors, on se revoit la semaine prochaine avec un autre épisode de J'ai une idée. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette série et à bientôt!